Vous savez, c'est pas facile de se dire qu'une bande de gamins de 12 ans seront toujours plus intelligents que toi tu ne le seras jamais, hein, quand tu regardes la série. Non, parce que moi, les codes en russe, les trucs, les machins, ça me serait passé à 15 km. Oui, je n'aurais pas duré longtemps, moi, dans cette saison 3, je crois. Non. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, ce nouveau Valou TV. On l'attendait tous avec impatience après presque 2 ans. Stranger Things is back. Et ça faisait longtemps que j'attendais cette saison 3 puisque j'avais eu l'occasion de faire une vidéo, mon avis sur les 2 premières saisons que j'avais rattrapées l'an dernier. Et le temps fut long quand même en 1 an pour rattraper cette saison 3. Qu'en est-il alors? Peut-on faire encore mieux qu'une saison 2 que j'avais adorée? Et bah vous allez voir que c'était pas simple, mais oui, les Duffer Brothers l'ont fait. Stranger Things, c'était bien le 2e événement de cette année 2019. Post-3 de la nuit et autres folies Lannister. Car après pas loin de 2 ans d'attente et de théorie, il était grand temps de retrouver la bande Dawkins pour une 3e aventure attendue avec impatience. La question n'est donc pas de savoir quand, mais comment les Duffer parviendraient à renouveler leur style sans tomber dans un scénario déjà vu. Et quand tu vois la scène d'intro, à base de bêtises humaines, de bases soviétiques et de boîtes de Pandore à la Doom, pour sûr que ça allait déménager. La première surprise des scénaristes, c'est presque nous qui la provoquons, personnifier l'attente du spectateur. Car cette 3e saison se divise clairement en 2 parties. Les retrouvailles avec la bande, leur évolution, leurs problèmes et cette tempête qui s'abattra sur nous par la suite. C'est là le premier point fort du show, même s'il entache un poil le rythme du récit. Stranger Things pose ses premiers épisodes comme si nous étions le 7e membre du groupe ayant quitté Hawkins il y a 2 ans. Oui, que l'on parle de Mike, Eleven, Dustin ou même Steve, nos héros ont grandi et offrent à l'audience une double sensation. Leurs enjeux se transcrivent parfaitement à la caméra, mais prennent énormément de place à l'écran, peut-être un peu trop. Pourtant, comme à son habitude, elle traite de sujets délicats parfaitement retranscrits par l'acting des personnages. Plus que jamais, cette 3e saison marque la fin de l'enfance, ce combat difficile vers l'après, et même le passage à l'âge adulte via Steve ou Nancy. Et si certaines intrigues demeurent inégales, d'un arc Nancy-Jonathan ennuyeux à un humour décalé et complètement fun entre Steve et Robin, c'est bien l'association des genres qui fonctionne toujours aussi bien. J'ai intercepté une communication secrète en russe. Merde alors. Ok, j'avais bien entendu. Robin, qui d'ailleurs pour les curieux n'est nulle autre que la fille de Uma Thurman et Ethan Hawke, Maya Thurman-Hawke. Avec des parents comme ça, oui, je pense qu'on commence bien dans la vie, disons qu'on a tous les atouts. Par les thématiques qu'elle aborde, la série mise sur un ensemble de duos permettant de jouer sur l'humour autant que sur leur capacité à grandir ensemble. Grandir, c'est le maître mot qui gravitera autour de chacun des protagonistes, parfois même malgré eux, car cette notion n'implique pas uniquement les enfants, mais aussi les adultes. Pour Hopper, par exemple, la place du père est extrêmement importante pour développer la suite de son personnage et bordel, moi qui n'étais pas fan de David Harbour, je l'ai trouvé juste exceptionnel. Dans un rôle de père flic d'abord dépassé pour devenir efficace et même héroïque, l'évolution de son personnage ne serait pas la même sans les qualités d'Harbour à jouer constamment détaché, et du fait, émouvant. Moi qui avais tendance à le trouver plat, c'est bien mon coup de cœur d'une saison où même l'illustration musicale lui permettait d'exister, comme avec She's Got You lors du premier épisode. Symbole d'une idylle complexe avec Joyce, la bande-son aura d'ailleurs un impact considérable sur chaque séquence, puisqu'elle sera toujours en adéquation avec l'élément proposé face caméra. She's got you. En parlant de duo, il est bien aidé par une Winona Ryder beaucoup plus douce, attachante, et dont l'alchimie avec Harbour fonctionne à merveille. C'est l'un des vrais atouts de Stranger Things, faire en sorte que le spectateur puisse s'assimiler au moindre personnage par son humour et sa simplicité. Oui, Hawkins, c'est avant tout la ville des gens simples mêlés à des événements qui les dépassent, le tout dans une ambiance années 80 parfaitement maîtrisée. Et si on bouge dès le premier épisode environ 14 fois la tête sur des morceaux classiques des 80s, on sent que les Duffer Brothers ne misent pas uniquement sur cette nostalgie, s'orientant bien plus vers leur scénario et leur personnages. Fini les références gratuites ou presque à l'univers geek des années 80. Enfin, à quelques détails près. Hopper qui regarde Magnum à la télévision, une séance du jour des morts vivants, une autre de Retour vers le futur, un côté Grindhouse proche de ce que Tarantino adorait, et même une référence peu subtile à Terminator vient là des personnages du récit. Bon là, oui, il y a vraiment plus qu'à mettre la musique du film par-dessus. On a toujours après notre gouvernement.
Mais on ne se repose plus uniquement sur les lauriers années 80 pour séduire, ni d'ailleurs sur un scénario mystérieux et complexe. La guerre est déclarée, l'autre monde nous fait face et la série nous donne cet apocalypse subtil que le spectateur venait chercher. C'est à ce moment que tout l'arc se dessine, de la première saison à aujourd'hui, dont certains épisodes font référence, tout devait mener à cet instant précis à Hawkins, et si cette saison 3 démarre doucement, elle terminera très très fort. Seul bémol, pour y arriver, il faudra passer par ces problèmes d'ado constants qui seront parfois un peu too much dans le genre, comme pour une Eleven plutôt en retrait de la série. Parce que du charisme d'une future Sigourney Weaver à ça, je veux bien qu'on soit forcément ancré dans des problèmes plus adultes, mais quand même. Je te plaque, gros naze. D'autres, en revanche, seront bienvenus, drôles et pertinents, souvent emmenés par Dustin qui confirme son potentiel comique et attachant. Pour certains, ce nouveau côté teen movie sera donc peut-être trop imposant au cœur des 3 premiers épisodes, au détriment d'un rythme que l'on souhaiterait voir plus élaboré. Car honnêtement, dès que l'action s'enchaîne, elle envoie du lourd. Pour d'autres, elle sera symbolique, tout comme Will lors d'une scène de Donjons et Dragons, où Mike et Lucas s'inquiètent plus de savoir comment récupérer mesdames, c'est ici l'enfance qui perd face au monde adulte. D'autant plus par Byers qui, lui, vu ses problèmes des saisons précédentes, aurait adoré vivre cette innocence perdue. Une scène marquante restera celle dans sa cabane où ce n'est pas uniquement l'enfance mais l'amitié qui se retrouve brisée. Sauf que parfois, ce sont aussi ces problèmes qui amènent la bande à courir vers le fantastique. Et dès le moment où ça se met en place, lors du final d'épisode 4, c'est juste complètement dingue. Il s'est activé. S'il te plaît, dis-nous ce qu'il y a. Max, éloigne-toi de la porte. Éloigne-toi de la porte! Parce que là, on va passer dans ce que j'appelle la leçon des frérots. Que l'on parle de mise en scène, d'esthétique ou d'effets gore, Stranger Things n'a jamais autant frappé que lors des scènes choquantes et cruellement efficaces cette saison. Une fois qu'on ouvre la porte de la curiosité, tout devient possible. La couleur, vive et très importante, continue de sauter au visage du public avec une pellicule ancienne typique de l'époque, proposant une ambiance sordide et sublime. Cette lente introduction se transforme donc peu à peu en cauchemar, notamment par Billy, montrant une nouvelle fois que Dak Montgomery a une carrière clairement tracée pour lui, parce que bah oui, il est excellent. Il y a un chouette bassin au Motel 6 sur Cornwallis. C'est très calme. Et très intime aussi. Vous trouvez ça drôle, bande de petites merdes? Vous me faites quoi? Et là, voilà ce que j'appelle un récital esthétique visuellement gore et puissant. C'est à partir du 4e chapitre qu'elle nous plonge dans une horreur constante et cruellement esthétique. Que l'on parle d'une situation, d'une péripétie ou d'un visuel volontairement malsain jouant sur les peurs du public, tout y passe. Je vous citerai pas les rats, mais on s'est compris, hein. Bon Dieu. Mieux, dans un cinéma qui reprend, remake à outrance, que ça fait plaisir de voir Stranger Things autant s'amuser à avoir une vraie ambition de mise en scène. À travers ses décors, ses jeux de lumière, ses néons 80s ou même ses coupes de cheveux ringardes clairement assumées. Comme dans toute grande série, chaque plan semble étudié, millimétré, des mouvements de caméra à la colorimétrie. On y retrouve possession, douleur, le tout mêlé au design sordide et terrifiant de la créature. Pour illustrer ce propos, rien de mieux que la terreur de Nancy et Jonathan face à l'avènement d'un monstre naissant. Tous les événements sont parfaitement étudiés pour rendre ce final puissant et terrifiant. Des cadrages proches des corps, au côté purement sombre et trash de la créature, jusqu'à un jeu de lumière laissant enfin s'exprimer l'horreur. Oui, et ce fut ma grande surprise, il faudra avoir le cœur serré pour vivre une saison osant beaucoup plus que les précédentes et assumant complètement son horreur poétique. Car la poésie a aussi sa place au sein de Stranger Things, ne serait-ce que par la douceur de nos héros, leurs craintes et le décalage évident avec lesquels ils mettront en place les grands antagonistes du récit. Merde. Un sac en toile. Un gros méchant russe. Montrez-moi de quoi vous êtes capable. Voilà quelque chose que j'ai adoré cette saison, l'écart total entre l'image de l'URSS non pas vis-à-vis de l'Amérique, mais vis-à-vis des gosses. Car les deux frères ne font pas l'erreur de jouer sur des codes anti-URSS que l'on connaît déjà. Ici, les États-Unis face aux soviets sera toujours montré de façon jeune, naïve et avec beaucoup d'humour et de second degré, jusque dans l'acting des personnages. De la faillotte 100% USA à la caricature constante des opposants, le tout mêlé à la poésie du scientifique russe fasciné par la culture américaine, cette vision décalée et différente de la guerre froide vous donnera une pure bouffée d'oxygène dans le genre, à la hauteur d'une série parvenant à se prendre au sérieux tout en rappelant d'où elle vient, et les hommages qu'elle prône. Au bon souvenir de films volontairement stupides mais qui ne se prenaient pas au sérieux, série B voyant les grands méchants russes devenir caricatures d'eux-mêmes. Les joies des années 80 en somme. On pense que ces gros méchants russes risquent de s'en prendre à notre pays. De manière très violente. Est-ce que tu aimes l'Amérique, Erika? Quelle question. Erika est l'âme de l'Amérique.
Au final, entre Cocoon, Doom, l'invasion des profanateurs et toujours une petite dose d'alien dans le design des créatures, cette saison 3 s'achève comme une nouvelle réussite pour Netflix, maîtrisée dans sa quasi-totalité, même si l'on regrettera quelques incohérences et moments trop attendus lors du final. Si les premiers épisodes manquent de cet univers atypique et fantasque, l'espionnage décalé et l'horreur poétique de son récit continuent de faire de Stranger Things un incontournable de Netflix, posant alors une question simple, et si c'était mieux avant? Oui, ce fut le titre de cette vidéo, et non, on ne parle pas d'une saison moins bonne que les autres, on parle de ce que les Duff Brothers me font ressentir quand j'entends une nouvelle fois Heroes de Peter Gabriel en fin de séance. On parle d'un monde qui était vrai, authentique et où l'on se permettait de rêver. On parle d'Hawkins, de coupe mulet, d'une bande-son géniale et d'une société ne se basant pas uniquement sur le paraître, l'appât du gain ou les réseaux sociaux. On parle d'une vie authentique, simple, qui fera sûrement rêver les nostalgiques autant que ceux n'ayant pas eu l'occasion d'y vivre. On parle d'amitié, d'amour et de sincérité. C'est ça qui était mieux avant. Voilà donc pour mon avis sur Stranger Things saison 3. Attention, petit spoiler, là je vais passer un petit peu juste une minute dans une catégorie spoil. Pour tous ceux qui ont vu cette série, qu'est-ce que vous en avez pensé? Attention, 3 secondes de Roi Enoch et ensuite on passe tout de suite sur les spoils. Je veux accidenter des Bentley. Qu'est-ce qui se passe, putain de merde? La scène post-générique, c'est de ça que je voulais évidemment parler après la fin, qui aurait pu être une conclusion idéale de série quand on y pense bien, puisqu'on repart sur du Peter Gabriel Heroes qu'on avait déjà dans la saison 1 ou 2 me semble-t-il. C'est la passation de l'enfance, c'est une passation de pouvoir, c'est des gens qui s'en vont, c'est des gens qui restent, et ça aurait pu être une conclusion parfaite. Mais, évidemment, Stranger Things fonctionne, la saison 4 est déjà, je crois, en préparation, et on a une scène post-générique qui montre que rien n'est terminé et que l'URSS prépare dans un camp en Russie la contre-attaque, ou en tout cas continue les expériences. Évidemment, je reviendrai sur cette phrase, pas l'américain, où je pense tout le monde a pensé à David Harbour, puisqu'on ne voit pas la mort de Hopper au sein du récit, et on se dit peut-être que les Russes, puisqu'ils sont partis par une porte de sortie à un moment donné qui était sous terre, et ça on le voit puisque c'est par là aussi que Joyce réussit à s'en aller avec son acolyte, ont-ils pu récupérer David Harbour, le kidnapper et partir? C'est toute la question qu'on se pose là-dedans et ça remet complètement en question, même si ce serait une grosse facilité scénaristique, la mort de David Harbour. Si vous m'aviez posé la question un petit peu plus tôt, moi j'aurais peut-être pensé au scientifique de la saison 2 qui était Burke dans Alien, mais qui revient lors de quelques secondes lors du final. Ça aurait été beaucoup plus crédible que ce soit lui puisqu'on le voit pas dans la saison 3. Il aurait peut-être pu expliquer aux Russes qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé à Hawkins, etc. Est-ce que c'est David Harbour? Est-ce que c'est une autre théorie? Encore une fois, dans les commentaires ci-dessous, n'hésitez pas à me donner votre point de vue. Ah, on n'a pas fini d'en parler de la saison 4, mais la saison 3, elle était vraiment bien. That felt pretty cool.